Bonjour et bienvenue dans Astrologie sidérale intégrative, le podcast qui tisse les liens sacrés entre le ciel et la terre. Là où la théorie s'efface devant la lumière vive de l'expérience sensible. Croisant les pratiques et les regards, ici nous faisons la part belle à l'observation pure, ce que l'on voit réellement avec nos yeux et que l'on perçoit profondément avec nos sens. Écoutez, observez, ressentez. Entrez dans le mouvement de cette aventure sidérale qui nous considère dans notre véritable essence, c'est-à-dire pas seulement comme enfants de la Terre, prisonniers d'un monde duel et limité, mais comme filles ou fils de l'univers, reliés à l'infini de la vie en éternelle expansion. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans cette vidéo qu'on a eu beaucoup de mal à faire parce qu'on a dû la reporter à plusieurs reprises. Enfin, ça y est, donc je reçois pour vous, chers auditeurs, tout d'abord je vous dis bonjour, et donc je reçois Alexandra Durand, qui est praticienne entre autres, parce que vous allez voir, elle a un parcours de ouf, en astrologie védique, astrologie indienne, et moi je t'ai rencontré déjà en achetant ton jeu de cartes, parce que tu as fait un jeu de cartes, on va en parler justement, hein, donc sur le Yotish. Et je me suis dit, puisque à l'intérieur, ben, tu abordes, enfin, tu as fait des cartes avec les nakshatras, je me suis dit, bah, tiens, ça va être une super façon d'apprendre les nakshatras. Et en fait, bah, j'ai trouvé vraiment ce jeu superbe. Je t'ai contacté, on a eu l'occasion de faire plusieurs échanges. Voilà. Et donc, je suis ravie d'avoir rencontré cette très belle personne qui est Alexandra. Et donc, on va parler aujourd'hui autour du féminin et du masculin en astrologie. Parce que c'est vrai que l'astrologie védique, qui est une astrologie lunaire, est une astrologie beaucoup plus féminine que l'astrologie occidentale qui est étant basée sur le tropical, est une astrologie, on va le voir, hein, tout ça, on va l'approfondir, bien entendu, beaucoup plus masculine, beaucoup plus yang, je dirais même fondée sur la domination patriarcale, hein, parce que des planètes féminines, il y en a pas beaucoup, ce qui n'est pas le cas en astro védique. C'est tout ça qu'on va voir. Mais avant d'aborder ce sujet, on va faire un petit détour par ton parcours. Parce que tel que je le disais juste avant, tu as un parcours de ouf, parce que en fait, tu t'es lancé dans une voie quasi initiatique, hein, spirituelle, très jeune. Donc voilà, bah, je vais te demander, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu en es arrivé à l'astrologie védique et quel a été ton parcours, ce parcours assez hors norme finalement. Voilà, je te laisse la parole. Ok, ben écoute, merci beaucoup de m'accueillir Marie en tout cas sur ta chaîne et je te remercie pour cette possibilité de s'exprimer et de présenter du coup mon parcours qui, comme tu le dis, est un peu atypique. Donc je sais pas par où commencer parce que c'est un peu long, mais si je dois synthétiser, en gros, je me qualifie un peu comme une chercheuse intérieure. C'est vrai que depuis très jeune, je me pose beaucoup de questions, peut-être comme d'autres ados, hein, sur le sens de l'existence, le pourquoi on est là. Alors ça vient sans doute parce que j'ai eu une enfance assez compliquée avec des souffrances très jeunes dans la famille et personnelles. Peut-être que c'est ça qui m'a orientée vers une quête intérieure, je ne sais pas. Mais aussi ça a été à travers des expériences que j'ai eues assez jeune, à l'âge de 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à vivre des choses un peu extraordinaires, c'est-à-dire hors du champ basique des autres ados. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai fait des sorties hors du corps de manière très spontanée. Je ne savais pas ce que c'était, donc effectivement, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai eu très peur. Je pensais que j'étais morte en fait dans mon lit, puisque j'étais hors de mon lit et que j'arrivais à me percevoir couchée dans le lit en face. C'était très réel, très puissant, et je me souviens avoir eu vraiment très peur, et donc de m'être réveillée après ensuite dans le lit. Tout en transpiration, en peur, en appelant ma mère, etc. Donc là, j'avais 15 ans en fait. Et à partir de là, ces expériences se sont reproduites à plusieurs reprises. Et c'est là que j'ai commencé à chercher, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est ces phénomènes, qu'est-ce que je vis. Parce que moi, j'étais dans une famille plutôt athée, je vais dire, qui n'était pas du tout ouverte à aucun courant religieux ou tradition spirituelle. Donc j'ai commencé à aller acheter mes premiers livres dans des librairies ésotériques à Toulouse, parce que j'étais sur la région toulousaine, j'y suis toujours d'ailleurs.
Et donc, j'ai trouvé pas mal de choses à l'époque qui parlaient des sorties hors du corps, des phénomènes de NDE, EMI, etc. Donc, mon parcours, il commence un peu là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai continué à vivre ces expériences un peu de manière isolée, sans savoir ce qui m'arrivait. Donc, j'avais ce besoin un peu d'en parler, d'essayer de comprendre. Donc, je me suis orientée vers des personnes qui, pour moi, étaient censées pouvoir me répondre. D'abord dans ma tradition, on va dire, d'origine, c'est-à-dire le judéo-christianisme. Donc, je suis allée rencontrer des curés, voilà, pour essayer de leur dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai été reçue, on va dire, d'une manière qui, pour moi, n'était pas très agréable, puisqu'on m'a fait beaucoup peur. On m'a ramené ça à des phénomènes diaboliques, un peu démoniaques. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis retrouvée à nouveau seule par rapport au phénomène et plutôt même un phénomène qui a été diabolisé, qui m'a fait encore plus peur que finalement ce que je pouvais vivre. Donc, j'ai continué plutôt sur la branche ésotérique et occulte. Et quand j'allais dans ces librairies, je croisais d'autres personnes qui étaient là. Donc, ça m'a orientée plutôt vers des praticiens, des thérapeutes. Donc là, je grandis évidemment au fil du temps. Là. Je vais vite dans le temps. Hein, mais là, je suis déjà majeure, on va dire. Je vais à la fac. Donc, à l'époque, j'allais à la fac de droit. Et entre la fac de droit très rigide et très structurée, j'allais de l'autre côté dans les librairies occultes, ésotériques, et je rencontrais donc des praticiens, j'ai rencontré des magnétiseurs, des clairvoyants, etc., très rapidement. Et donc, je leur décrivais toujours pareil, les phénomènes que je vivais. Je leur disais du coup qu'il y avait ces sorties spontanées, que je voyageais. Alors, je voyageais beaucoup, hein, j'ai vu beaucoup de choses dans ces voyages. J'ai rencontré aussi des êtres dans ces voyages, des êtres particuliers. Et donc, je leur demandais un petit peu ce que c'était. Et la plupart des praticiens que j'ai rencontrés ont souhaité me bloquer cette capacité, surtout en magnétisme, en me disant, bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont trop ouvertes en haut, donc on va essayer de les bloquer pour que tu puisses vivre une vie, on va dire, plus ordinaire. Bon, ce que j'ai refusé, parce que je considérais que si ça s'était ouvert spontanément, il y avait sans doute une raison, que moi j'ignorais, mais peut-être une raison. Donc, j'ai voulu laisser, en fait, les phénomènes se faire. Ensuite, j'avais quand même besoin d'une structure pour m'accompagner là-dedans. Et donc, c'est là que je me suis tournée vers des traditions, on va dire, plus hiérarchisées, plus structurées. Et donc, je suis allée, comme le judéo-christianisme ne m'avait pas bien répondu, je suis allée vers d'autres voies religieuses. Et donc, c'est là que j'ai commencé à entrer dans le bouddhisme tibétain. Et je me souviens très bien que la première fois que j'ai rencontré donc un maître tibétain, je suis allée, comme d'habitude, poser mes questions habituelles à chaque personne que je croisais dans le monde un peu extraordinaire. Je leur posais toujours la même question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois en faire? Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Etc. Et là, ce maître, c'était donc à Lavore, l'Institut Vajrayogini, qui existe encore, bouddhiste, euh, m'a répondu vraiment avec compassion. C'est la première fois où vraiment je sentais quelqu'un qui m'accueillait dans ce discours, qui me prenait tel quel, et surtout qui semblait ne pas du tout être étonné par le phénomène. Donc voilà, et le classifier comme quelque chose de très basique chez eux, quoi. Enfin, quelque chose de très ordinaire presque en fait. Et ça m'a beaucoup rassuré ça pour le coup. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, le chemin dans le bouddhisme tibétain. Puisque je me suis dit, bon ben ça y est, là tu es au bon endroit, ces personnes peuvent t'accueillir avec ça, peut-être même te donner d'autres connaissances, etc. Et ce fut le cas, donc c'est ce que j'ai fait. Là, je suis encore sur ce chemin. Et au fil de ce chemin, j'ai rencontré plusieurs enseignants, plusieurs maîtres dans la voie du tantrisme tibétain et du dzogchen. Voilà. Ok, Voilà. donc tout ça, Mon ça t'a amené parcours. à t'intéresser à ce que tu appelles le féminin sacré. Et là, je fais le pont et le lien avec l'astrologie védique, parce qu'en fait, je crois que c'est cette dimension-là qui t'a appelé dans l'astrologie védique. Tout à fait. Alors, le féminin, c'est une grande question depuis longtemps. Pourquoi? Parce que dans tout ce parcours en fait spirituel que j'ai réalisé, enfin sur lequel j'ai avancé, on va dire, eh bien, j'ai eu de plus en plus besoin d'avoir des figures pour pouvoir m'y raccrocher, des figures féminines, puisque je suis féminine, donc je suis une femme, donc forcément, j'avais besoin de divinités, de déités qui soient plutôt féminines pour pouvoir travailler ce chemin spirituel. Et je me suis vite aperçue qu'en fait, il y en avait pas beaucoup. En fait, il y avait pas beaucoup de représentation du féminin. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, hormis, alors il y en a pas mal, hein, mais hormis Tara, qui est la grande figure du féminin, dans les textes, on croise pas beaucoup d'autres figures féminines. Dans les maîtres féminins, on cite souvent Yeshe Tsogyal, qui est une des plus grands maîtres du bouddhisme tibétain, mais il y en a pas tant que ça.
Alors, il n'y en avait pas dans les symboles, il n'y en avait pas beaucoup dans l'histoire, et il y en avait encore moins dans le réel. C'est-à-dire que dans le réel, des maîtres incarnés aujourd'hui qui enseignent et qui transmettent, ben, j'en ai pas beaucoup rencontré. J'en ai quand même rencontré parce que j'ai creusé, j'ai voulu creuser, donc j'ai réussi, mais ça a été compliqué. Donc j'avais besoin de ça, j'avais besoin de représentation féminine pour travailler mon propre chemin et en me disant que peut-être la façon dont le masculin vivait sa spiritualité n'était peut-être pas la même chose que comme nous on l'incarne en tant que femme, qu'il y avait peut-être des différences. Et donc ben, c'est comme ça que j'ai commencé à aller vers ça. Et quand j'ai fait ma formation sur l'astrologie védique, il y a un cours qui m'a particulièrement marqué, c'était celui en fait sur les nakshatras. Donc très rapidement, l'enseignant, donc Raphaël Kalev, qui m'a formé, euh, nous a dit cette phrase en nous disant, ben voilà, en fait, les nakshatras sont des concepts et des notions très anciennes dans le Jyotish, dont les textes sont perdus d'ailleurs. À l'heure actuelle, on retrouve très peu de choses sur eux. Et il nous a dit, en fait, c'est comme si les nakshatras, ça représentait l'énergie cosmique qui se condensait, qui se cristallisait dans 27 formes de la déesse. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah oui, déjà, la déesse, ok. Et nous, il va plus loin en disant, voilà, en fait, dans certains courants, plutôt tantriques, évidemment, hein, de l'Inde, on dit qu'en fait, l'univers, c'est la matrice cosmique, qu'elle serait féminine, reliée donc à la Shakti, que cette mère divine a tout à l'intérieur, l'espace, le temps, les êtres, les formes. Et du coup, les nakshatras seraient comme si cette divinité se diffractait et avait plusieurs formes, dont les 27 nakshatras. Et qu'ensuite, les planètes, elles, étaient comme des antennes puisque chaque nakshatra est relié à une planète maître. Les planètes étaient comme des antennes qui canalisaient cette énergie, qui la matérialisaient. Et nous, derrière, en fait, on serait aussi les réceptacles de ces énergies. Et donc, on serait amené à ressentir ces énergies des nakshatras de la déesse en nous. Et donc, le Jamna Nakshatra, qui est le nakshatra de naissance, par exemple, représenterait l'énergie la plus puissante qu'on vient manifester donc la déesse, la forme de la déesse la plus puissante qu'on viendrait nous-mêmes manifester sur Terre. Et j'ai trouvé l'idée superbe. Ça correspondait complètement avec ce que j'avais besoin moi dans mon chemin. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, en création, un objet symbolique, parce que j'aime beaucoup créer aussi, je me suis dit, tiens, tu vas faire un tarot, tu vas faire des images représentant ces nakshatras. Donc, parce que chaque nakshatra a un symbole, a une divinité qui lui est reliée, enfin une forme de la divinité. Et du coup, je me suis dit, tu vas prendre ces symboles-là, tu vas prendre ces divinités-là, et tu vas en faire quelque chose de visuel, un support visuel pour essayer de sentir, de te relier à ces énergies de manière plus concrète. Et c'est comme ça que le jeu est né, en fait. Le tarot a commencé à naître. Voilà. Voilà, donc en fait, tu as fait ça un petit peu dans ce que j'appelle l'errance créatrice. C'est pas quelque chose que tu avais anticipé après des années de formation et de pratique de l'astrologie. Tu l'as fait vraiment pour apprendre toi-même, pour créer, ça faisait partie. Voilà. Alors, on va présenter un peu ton jeu, hein. Donc, on parle donc il y a des cartes comme ça qui représentent les nakshatras. Alors j'ai choisi celui-là, il n'est pas anodin. Je vous dirai après pourquoi. Donc Kritika. Après Mrigashira, Ashvini. Alors il y en a 27 comme ça. Il y a aussi voilà Punarvasu. Alors, une petite critique, moi, que je pourrais faire à ton jeu, c'est que, en fait, il manque le signe dans lequel se trouve le nakshatra et le pada, pas le pada, peut-être les degrés, tu vois, enfin, qu'il y ait enfin, pour qu'il soit plus pédagogique, parce qu'en fait, moi, c'était un petit peu l'aspect pédagogique hein, que je venais chercher, voilà. Donc, il y a les nakshatras, et tu as même mis le 28e qui a été retiré. Alors moi j'ai appris des choses parce que ça m'a vraiment comment dire titillé. Pourquoi avait-on retiré ce nakshatra? Donc c'est le 28e qui s'appelle Abhijit
Et alors, je vais te dire ce que j'en sais et tu vas me dire ce que t'en sais toi. Peut-être c'est la même chose que moi. Alors, nous sommes bien entendus avec le zodiaque sidéral et nous fonctionnons toutes les deux aussi avec la Nayamsa Lahiri. Enfin, il me semble que tu fonctionnes avec Lahiri. Oui, Mm. voilà. Et donc quand on était dans l'ère du lion, dans l'hémisphère nord, et donc du verso dans l'hémisphère sud, puisque on est toujours des axes, eh bien, l'étoile polaire était Vega. Et en fait, Abhijit correspondait à à l'énergie de Vega et à l'endroit où se trouvait Vega à cette époque-là. Et puis comme, eh bien, vous le savez, en sidéral, le point vernal change et donc l'étoile polaire change, eh bien, Vega n'était plus d'actualité. Donc, ce nakshatra aurait disparu. Ok. Alors moi j'ai repris mes cours parce que je ne sais pas tout par cœur évidemment, mais quand je lisais le pourquoi Abidji avait disparu, effectivement, alors moi j'ai un truc beaucoup plus rocambolesque avec les histoires de la mythologie indienne, mais peut-être que ça correspond également. Hein. Donc là, dans l'histoire qui est contée, c'est Krishna en fait qui décide de retirer Abhijit du nakshatra mandala, car apparemment les Kauravas ont choisi un jour de lune, en nouvelle lune en Abhijit pour la bataille contre les Pandavas. Donc ça c'est l'histoire entre les démons, les dieux, etc. Et que cela garantissait la défaite de ces derniers. Donc comme en fait Krishna ne souhaitait pas perdre, il a retiré du ciel en fait Abhijit pour éviter en fait la défaite. Donc là, c'est vraiment l'histoire, on va dire, mythologique. Et du coup, Abhijit reste quand même une étoile qui représente quand même dans les nakshatras l'invincibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de perdre. Donc il y a cette histoire de voilà. Et donc moi je l'ai remis parce que comme tout ce qui est rejeté dans les choses, alors j'ai une passion avec ça, c'est-à-dire que moi tout ce qui est rejeté ça m'intéresse justement parce que je me dis mais pourquoi on rejette une partie de quelque chose. Et donc moi je l'ai remise en me disant ok elle a quand même une énergie, c'est aussi une forme de l'énergie cosmique donc je l'ai remis un peu comme un joker dans mon jeu. Dans le sens où quand cette lame sort dans son interprétation, je la vois plutôt comme quelque chose qui vient contrer toutes les autres lames. Je sais pas si je suis claire, mais vient annuler quasiment le Oui, jeu, quoi. oui, oui, Voilà. bien sûr. Bien sûr, c'est intéressant de toute façon parce qu'en fait, il y a une lame, parce que toutes les lames, tous les nakshatras en fait fonctionnent par deux. Et donc, il y en a un qui reste tout seul. Alors, je sais plus c'est lequel, euh, mais à culpa. Mais du coup, ça a du sens. Enfin, voilà, tout a du sens. Pourquoi est-ce qu'il y a été, pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé, ça a du sens. Et c'est une carte un peu joker, en fait. C'est Euh, vrai que c'est un peu joker. Alors, avant de passer aux autres quatre, je voulais quand même expliquer pourquoi j'avais choisi de vous montrer, parce que je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer, Critica. Tout simplement parce que aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, nous sommes le 17 mai, donc le lendemain de la nouvelle lune qui a eu lieu hier soir, donc 16 mai à 22h01, très exactement, à 1,44 degrés du Taureau. Et donc, cette nouvelle lune se passe dans le nakshatra de Kritika. Mm. Et ce nakshatra de Kritika, il nous demande d'affronter, de couper, de purifier. Alors, nous sommes dans les premiers degrés du taureau. Donc déjà, l'énergie du taureau, ça nous amène une énergie vraiment, comment dire, printanière. Il y a quand même une énergie forte, mais en même temps douce. Et dans les premiers degrés du taureau, ça nous invite vraiment à, comment dire, à ancrer, à planter vraiment les graines, comme le veut ce moment de nouvelle lune. On plante des graines sur des projets qu'on va concrétiser potentiellement sur du long terme, mais il y a vraiment cette énergie de concrétisation. Et pour ce faire, quelque part, ce nakshatra vient nous dire, mais pour ça, il faut trancher, il faut séparer. Il y a peut-être des choses du passé qui sont obsolètes et qu'il va falloir dégager en fait. Et donc, ça vient marquer vraiment l'énergie de cette nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui se déroulera en juin, à la mi-juin. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que cette nouvelle lune en Critica, elle se déroule de façon
conjointe à l'étoile Algol. Qu'est-ce que Algol? Algol se trouve à entre 1 et 2 degrés. euh, Quand on projette cette étoile qui se trouve en fait dans la constellation de Persée, et qu'on la projette sur l'écliptique, elle tombe à, entre 1 et 2 degrés, je n'ai plus les degrés exacts, de la constellation du Taureau, sur l'écliptique. Voilà. Et Algol, en fait, c'est la tête de la Méduse. Et en Ouais. fait, avec Algol, et j'en avais parlé avec Jana et Jordan Matelin quand on avait fait notre vidéo sur 2026, avec Algol, les têtes tombent. Alors, au sens au sens premier, mais au sens figuré aussi. Ça peut être aussi le mental qui prend moins d'importance. Ça peut être le cœur puisque cette année, avec cette super conjonction de Saturne et de Neptune dans le signe du Poisson, il y a vraiment une invitation à incarner les valeurs du cœur, les valeurs universelles, les valeurs christiques. Et donc, cette nouvelle lune-là, elle nous invite vraiment quelque part, voilà, à couper la tête à nos anciennes croyances, à nos anciens comportements et à, comment dire, peut-être sortir notre zone de confort, voilà, innover des choses. Alors, je vous en parlerai un peu plus parce que je vais faire une vidéo sur la nouvelle lune. Alors, par contre, je ne sais pas si elle sortira avant celle-là ou après celle-là, on verra. Mais donc, j'en reparlerai. Et donc voilà, Critica, Algol, tout est fait pour à un moment donné couper, nous séparer de choses obsolètes et donc forcément de venir nous relier à des nouvelles parts de nous, à des nouvelles énergies. Et c'est là où le projet va pouvoir, comment dire, naître, à condition que on l'arrose tranquillement. Voilà, c'était le petit aparté sur cette nouvelle lune, enfin l'énergie de cette nouvelle lune, Critica. Alors, tout ça, c'est accompagné avec un petit livret. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le petit livret là sur Critica? Là, c'est relié au feu, parce que bon, Ouais, ça c'est veut dire relié. rasoir, Oui, oui, rasoir et lame tranchante, oui, mais voilà. c'est relié au Voilà, feu. c'est ça. On voit, il y a un sabre de feu en fait, hein. Celle qui coupe, c'est ce que tu écris. Cette carte donne le pouvoir de brûler et de purifier. Elle indique que vous avez la capacité d'affronter les obstacles ou les conflits qui émergent. Restez fixé sur vos objectifs, ne vous laissez pas dévier par les tentations. Reliée au dieu du feu, Agni, c'est une purification puissante. Comme le feu, elle permet la digestion intellectuelle et émotionnelle des événements. Elle représente aussi celle qui resplendit de beauté et de force. Elle indique une nature active tournée vers l'accomplissement de buts. Apprenez donc à trancher avec discernement dans votre intellect puissant, parfois trop critique. Voilà, donc Critica agit comme une épée de vérité. Elle coupe l'illusion pour révéler l'essentiel. Voilà, super. Donc un petit carnet super intéressant. Et donc dans ton jeu de cartes, je continue la présentation. Il va y avoir aussi les maisons. Oui, c'est ça. Voilà, les maisons. Maison reliée au zodiaque naturel. Donc il y a un petit M avec un numéro qui représente Ouais. donc chaque zodiaque, le zodiaque naturel, les maisons, les 12 maisons dans le zodiaque naturel, et donc les constellations qui sont représentées à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et ensuite, on a les planètes, donc les 7 planètes, plus les deux nœuds. Voilà. Les Donc là, nous avons le soleil. Ouais, Là, nous avons, je ne sais pas lire, hein, c'est Mars. Mangala, c'est quoi? C'est Mars. C'est Mars. Ouais. Alors, Bouddha, Mercure, si j'ai bien compris. Mercure, tout à fait. Alors, oui, j'ai mis les noms en sanskrit. C'est Ouais. pour ça qu'on a Mangala, qui est le nom sanskrit de Mars, Bouddha, le nom sanskrit de Mercure. Gourou, c'est Jupiter, Le non? rouge, c'est Jupiter, tout à fait. Et donc, à chaque représentation, eh bien, on a l'animal symbolique aussi de la planète. Donc là, on a l'éléphant, par exemple, pour Jupiter, qui est son animal symbolique. La colorimétrie, on est plutôt sur le jaune. Donc, chaque carte a été travaillée avec le symbole de chaque planète ou de chaque constellation, de chaque nakshatra, entre les couleurs, le symbole animal, le symbole féminin, etc.
Vénus, hein, donc Shukra, avec le cheval, la blancheur, le rose de Vénus, la beauté. Je les trouve magnifiques, ces cartes. Elles sont vraiment très, très inspirantes. Elles sont... voilà. Et donc là, le fameux Raoult. Alors Rahu, voilà, Rahu avec son ami Ketu. Rahu et Ketu qui sont donc les nœuds karmiques, l'axe karmique, soit selon les traditions, soit du dragon, soit du serpent, hein, ça dépend des traditions. Et alors, on peut remarquer que Ketu est le seul homme de mon jeu. Alors ça n'a pas été choisi non plus. Ça, c'est un peu ça, moi. J'ai réalisé ça après l'avoir fait, en fait. Et je me suis questionnée, je me suis dit, tiens, inconsciemment, tu as laissé un masculin, donc ce qui est très bien, hein, parce que on pourrait croire dans mon discours que je suis très féministe engagée, vive le féminin, mais pas vraiment, parce que ce que je recherche, c'est vraiment cette représentativité qui m'a manqué à moi dans mon chemin, de la mettre plutôt en lumière et de l'incarner du féminin, mais ce que je prône essentiellement, c'est quand même l'union, hein, l'union entre le féminin et le masculin. Et donc, j'étais très contente de voir apparaître dans mon jeu, de manière un peu intuitive, Ketu. Alors, c'est pas anodin parce que Ketu, c'est quand même, je l'ai masculinisé, mais c'est quand même celui qui représente le détachement de l'ego, le détachement du pouvoir et le détachement du monde, en fait, hein, du monde et de l'existence. Et donc, c'est marrant que ça soit le masculin, le seul masculin de mon jeu. Peut-être un peu mon côté, j'ai souffert du patriarcat et donc le seul homme que je tolère dans ce jeu, c'est, je le dis en plaisantant, mais ça serait un homme sage, la sagesse de Kitu. Voilà, je sais pas trop, ça Oui, s'est fait tout seul, ça, hein, c'est très inconscient. et un homme sage, c'est un homme qui a intégré son énergie Féminin. féminin. Voilà. Et Hmm. alors, comment dire, j'essaie de retrouver où se trouve Vénus. Ça, Alors, ça y est, je retrouve la carte voilà, rose. Voilà, Vénus, Vénus. voilà, Alors, je c'est trouve ça. ça super intéressant parce que, en fait, tu vois, pour faire la passerelle avec l'astrologie occidentale sidérale, hein, voilà. En fait, on peut s'apercevoir voilà, bah, le monde fonctionne sur des polarités, hein, le monde est duel. Et que tout notre challenge est d'arriver à le voir de façon unifiée, c'est-à-dire à voir les deux facettes d'une même réalité qui vont parfois s'opposer, se confronter, mais l'idée, c'est de les tricoter ensemble. Et c'est vrai que Vénus, déesse voilà, de l'art, du désir, de l'amour, hein, c'est ce qui est marqué sur la carte, donc est une planète féminine par excellence, mais qui, selon si dans votre thème elle est du matin ou du soir, ne va pas du tout avoir la même énergie. Parce qu'une Vénus du soir, elle va en fait avoir une énergie beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus douce, beaucoup plus comment dire, au service de l'amour, enfin voilà. Alors qu'une Vénus du matin, et celle-là, elle me fait penser à la Vénus du matin, justement, hein, l'Amazone, et qui, cette fameuse Amazone, qu'on va pouvoir retrouver un petit peu dans l'énergie de Critica, finalement, hein. Parce que la Vénus du matin, elle est associée à Athéna. Athéna, c'était une déesse guerrière en fait. Elle a une énergie beaucoup plus martienne. Et elle vient, enfin c'est une Amazone, donc le cheval, je trouve qu'il est très parlant aussi, hein, voilà, c'est-à-dire que Vénus c'est aussi une Amazone, une guerrière. Elle peut être aussi dans la luxure, elle peut être vénale, et c'est pas pour rien qu'elle est dans le tarot, en l'occurrence, associée à la carte du diable. Parce que en fait, Vénus, dont on aurait tendance à penser qu'elle va, en tant qu'énergie d'amour, unifier, relier, etc., ben, en fait, elle peut venir trancher, elle peut venir séparer, tout comme le fait le diable, hein, parce que le sens étymologique du diable, ça vient de diaboler, qui veut dire diviser, séparer, cliver, morceler, en fait, hein, voilà. Donc, selon les aspects de Vénus dans notre thème, elle va être plus ou moins, comment dire, est-ce Dieu ou diable? Question éternelle. Mais c'est vrai que, comment dire, euh, je vois bien qu'en Occident, les énergies du féminin sont plutôt diabolisées, alors que en Inde, dans l'astrologie védique, elles sont plutôt, comment dire, vénérées, ces énergies féminines.
Tout à fait, ouais, c'est tout à fait ça. Alors moi, je connais bien l'énergie de Vénus type Athéna, puisque ma Vénus dans mon thème, elle est en bélier, conjointe à Mars, en bélier en maison 8. Donc je connais bien quand même cette énergie. Et qu'en plus, c'est mon Aka, donc ma planète d'âme. Donc je crois que je suis très reliée sans le vouloir à cette énergie assez puissante et guerrière. Et c'est assez intéressant parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment toujours dualiser les choses, c'est-à-dire vraiment de mettre d'un côté, alors le féminin, ça va être toujours des symboliques d'amour, gentil, maternant, quand on veut vraiment son côté, on va dire, positif, ou alors quand on est dans les traditions, comme tu le disais en Occident, ça va être, bon, mais de toute façon, le féminin, c'est le diable, voilà, et Vénus est effectivement associée, a été longtemps associée, il me semble que c'est considéré comme la planète de Lucifer, donc pareil, hein, un truc assez diabolique dans le côté judéo-chrétien. Et en Inde, et comme au Tibet d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même une tradition aussi que je suis, le Tibet dans mon cœur, et j'y étais plusieurs fois en voyage, ce que je trouve intéressant, c'est que cette dualité, elle est beaucoup moins représentée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir du féminin et du masculin, certes, donc duel, mais dans ce féminin, on va avoir des formes très paisibles, très douces, très maternantes, comme on va retrouver peut-être chez nous l'image de la Vierge, de la mère, etc. Et à côté, on va avoir des représentations féminines très courroucées, très dures, très destructrices, en fait. Et par exemple, au Tibet, on appelle ça les dakinis. Donc, on a des dakinis de sagesse et on a des dakinis très, très démoniaques, en fait, hein, très destructrices, qui dévorent des enfants, qui dévorent dans des charniers les corps. Enfin, c'est vraiment très violent. Et pareil en Inde, avec cette idée de la Shakti d'un côté, mais aussi de Kali. Kali la Noire, qui, elle, vient tout détruire et vient saccager finalement pour après derrière ramener la naissance. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de sortir aussi toujours du cliché, le féminin quelque part doux, mignon, gentil, la lune, enfin la représentation de la maman quoi, et de l'autre côté on ne sait pas trop quoi, le démon. Et non, en fait il y a plein, plein, plein de visages Ah ouais. de la féminité, du féminin, et comme tu le disais, le but étant à la fin de tout relier et donc, je vais rebondir sur Critica, du coup, qui pour moi me fait penser à celle qui coupe effectivement, qui tranche la tête. Et ça me fait penser au courant de l'Advaita Vedanta, qui fait que quand on n'a plus de tête, on n'a plus d'ego, on est dans l'unité. Et donc, c'est toutes ces expériences d'union complète où finalement, on est dans quelque chose qui va toucher à la non-dualité, en fait. Et c'est ça le but de tous les chemins spirituels, c'est d'arriver à cette non-dualité. Donc, soit une fusion des opposés, soit une union, ça va être en fonction des chemins, ou soit carrément une disparition des opposés dans quelque chose de beaucoup plus Ouais. vaste. En écoutant je sais pas si tu connais Shradaloo Ranade, qui est un homme que j'affectionne particulièrement, qui habite à Pondichéry et qui transmet, entre autres, parce que c'est aussi un scientifique, un pédagogue et plein de choses. En fait, il s'intéresse à vraiment beaucoup de choses et donc il transmet l'enseignement de Sri Aurobindo et il parlait de la figure des divinités hindoues qui sont souvent représentées par des choses et il parlait justement de Kali, voilà, qui est représenté comme le diable. En fait, c'est noir, des serpents, enfin, des mains partout, et que en fait, et c'est ça. C'est à ça que je voudrais en venir, c'est-à-dire que dernièrement, je regardais, parce que tu es aussi sur Instagram. Alors moi, j'avoue qu'Instagram, je suis pas très, enfin, j'aime pas trop, mais bon, du coup, comme c'est là où où tu vas faire tes petites vidéos, bah, j'y vais quand même. Et donc, du coup, il y avait une interview avec des astrologues indiens, hindous, et qui expliquaient ce sur quoi je suis complètement d'accord, qu'il fallait en fait, comment dire, adapter l'astrologie indienne à l'astrologie occidentale. Et qu'en fait, il fallait pas non plus se fier à la représentation physique des divinités. Et en fait, c'est là où l'Occident souvent va s'identifier aux figures, va représenter le mal par le mal, par des figures diaboliques, alors que Kali, en fait, c'est une énergie puissante de métamorphose, de transmutation qui est en fait extrêmement positive. Et en fait, c'est comme si en Inde, ils n'avaient pas peur du mal. Ils n'avaient pas peur, comment dire, de plonger en fait dans ce qu'on appelle la mort, mais qui souvent est une mort symbolique hein, concernant la métamorphose. Et, euh,
Et que c'est vrai que pour le coup, il y a multiples représentations du féminin et donc de l'amour. Et moi, je dis toujours que l'amour, c'est une puissance absolument extraordinaire qui agit tel un karcher, qui détruit tout ce qui ne lui ressemble pas, qui dissout tout ce qui ne lui ressemble pas. Et pour ça, bah, c'est une énergie extrêmement violente, puissante, mais violente. Donc, et qui, alors qu'on aurait tendance à le nous, en tant qu'occidental, à nier tous ces aspects-là, trop, voilà, dans le mal, entre guillemets, enfin, ce qu'on considère, et finalement, c'est la puissance du féminin, en fait, hein. C'est cette puissance du féminin dont nous sommes coupés en Occident, en fait, et qui nous fait tellement de mal, parce que c'est le monde des émotions, où à un moment donné, il s'agit d'aller plonger dedans pour les transmuter. C'est le monde subtil, c'est le monde de l'inconnu, du mystère de la vie qui nous fait tellement peur et dont nous sommes coupés parce qu'on a besoin de matérialité, on a besoin de concret, on s'accroche à des choses, à des certitudes, à ce qu'on voit, alors qu'en fait, l'idée, c'est aussi d'accepter et se relier à tout ce que, on ne voit pas. Et donc, je trouve ça, voilà, très intéressant de pouvoir à un moment donné mélanger en fait ces deux approches et surtout d'adapter l'astrologie indienne qui s'ancre dans une spiritualité vieille de milliers Ouais. d'années, millions d'années, et de l'adapter à notre histoire, à nous, à nos traditions, à nous. Et c'est dans ce mélange, en fait, hein. Moi, je dis tout le temps, c'est dans cet entre-deux que, en fait, une vérité peut émerger et remettre, en fait, les énergies. Et si on parle de Vénus, on va aussi parler de Mars, parce que Mars n'est pas forcément cet homme violent. Il peut être aussi, moi j'ai Mars en balance, et Mars balance, en fait, c'est vraiment le guerrier pacifique, quoi. Et on vient dire que Mars, il est en exil, là. Ça veut dire quoi, en fait? Maléfique, bénéfique. Ça existe aussi beaucoup dans l'astrologie indienne, hein, mais c'est souvent très, très mal interprété, en fait. Très, très mal interprété. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ben, j'en dis que effectivement, ça c'est toute la question, je pense, pas que de l'astrologie, des astrologies, mais aussi des chemins traditionnels, puisque en fait, il y a eu la même conversation un peu avec le chemin traditionnel dans le bouddhisme tibétain, qui est toute la question de comment je peux m'approprier une culture, une tradition qui n'est pas la mienne à l'origine, tout en essayant de l'intégrer au quotidien avec des apports et des images et des symboles qui ne sont pas, qui sont presque à l'opposé de ce que moi, dans mon hérédité naturelle, en fait, j'ai intégré. Donc c'est vrai que chez nous, la notion du bien et du mal est historiquement très très ancrée, quoi. Ça, c'est clair. Avec le catholicisme, etc., c'est, chez nous, c'est très puissant, cette idée de, quelque part, il y a du bien et quelque part, il y a du mal, et on va les représenter avec des images très claires. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le démon d'un côté et puis le côté angélique de l'autre. Et c'est vrai que quand on va vers ces cultures-là, c'est très dur au début. Et moi, même encore, hein, des fois, ça m'arrive d'avoir des petites remontées comme ça, à me dire, mais attends, là, waouh, ces images, eux, ils ont des images où il n'y a pas cette notion en fait du bien et du mal. Le bien et le mal sont complètement mêlés en fait. On voit, il y a par exemple, des grands protecteurs courroucés, des statues qui font vraiment peur, avec des dents acérées, des cornes, ils sont tout rouges, ils regardent comme ça, et on vous dit, voilà, ça c'est le protecteur du temple. Ah d'accord, ben, il ressemble un petit peu au démon de chez nous, mais bon, il a l'air gentil quand même. Voilà, enfin, c'est très, voilà, c'est très mixé. Et c'est difficile, du coup, de travailler avec ces figures, parce qu'elles nous font peur. C'est des archétypes qui sont hyper puissants, hyper violents, et qui nous amènent dans nos peurs les plus profondes. Et je pense que Oui. c'est les intégrer, c'est ça. C'est comment je peux utiliser des images qui ne m'appartiennent pas au démarrage, mais qui vont faire écho quand même, comme tu le disais, à des émotions puissantes qu'on a tous, parce qu'on est tous des humains, qu'universellement, on traverse tous les mêmes émotions, et notamment la peur de la mort, qui est le sentiment et l'émotion la plus archaïque qu'on a tous, puisqu'on a conscience de notre finitude. Ben, comment je vais traverser ça dans ce chemin initiatique avec ces figures-là? Et on va s'apercevoir au fil du chemin que ces figures-là, c'est celles qui nous aident le plus au final pour traverser ça. Et oui, oui, oui. Ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à Lilith hein, qui a été chassée du paradis. En fait, ça vient vraiment expliquer aux fondations de de notre religion, en fait, hein, comment finalement Lilith, elle a été associée au diable et éjectée du paradis. C'est-à-dire que si on veut accéder au paradis,
on doit absolument foutre dehors le monstre en nous, enfin, ce qui est défini comme étant monstrueux et ce qui va être valorisé, c'est Ève, la femme soumise, la femme serviable, donc cette fameuse Vénus, hein, Vénus du soir, voilà, sensuelle, voilà, domptable à souhait, et Lilith, en fait, qui est notre nature sauvage, qui est la nature même de notre âme, qui est la puissance de l'amour, elle a été diabolisée, mise aux enfers et condamnée. En astrologie, cette Lilith, elle ressemble de près vraiment à la Lilith en fait, la lune noire, ce qu'on appelle la lune noire sous sa forme Lilith et licorne, hein, donc la blessure la plus archaïque et le don le plus divin. Et tout ça, ça nous ramène aussi à la méduse en fait, parce que j'associe, mais ça je vous en parlerai dans l'autre vidéo où je vais faire la nouvelle lune pour ce mois de mai là. Je vais parler de Lilith, de la Méduse, parce que tout ça c'est très en lien avec Algol, puisque c'est à l'opposé actuellement. Nous avons cette Lilith à l'opposé d'Algol, de là où se trouve Algol, et de là où se trouve cette nouvelle lune. Donc voilà, pour reprendre mon fil rouge, il s'agit vraiment de réintégrer ces énergies de diablesse, ces énergies noires, ces énergies diaboliques, parce que c'est à cette seule condition qu'on peut accéder au paradis finalement. Ouais. Ah ben oui, oui, très clairement. Pour moi, il faut traverser son obscurité intérieure, traverser sa caverne, comme certains contes initiatiques racontaient, pour rencontrer le démon, le dragon. Donc, souvent dans les cavernes, c'était le dragon qui gardait le trésor. Et le trésor, on sait très bien que c'est la lumière, c'est l'éveil, c'est la réalisation. Et c'est évident qu'il faut traverser sa part d'ombre, l'accueillir, concilier avec, et surtout pas la rejeter, lutter, etc. Et ça, c'est pour moi une manière même thérapeutique de base, puisqu'à côté de ça, je suis aussi hypnothérapeute, comme tu le sais. Pour moi, il y a ce travail thérapeutique, on va dire psychologique, hein, de la chose, mais il y a aussi tout ce travail initiatique plus profond et spirituel de l'autre côté. Donc, dans les deux aspects de notre vie, qui sont essentiels pour moi, ben, il faut effectivement le faire, ça rencontrer, Ouais, ouais. ça rencontrer ses pardons. Bon, oui, c'est vraiment dans cette Et idée-là. ça, dans la mythologie occidentale, hein, où on va se référer beaucoup à la mythologie grecque, bah, c'est tout le mythe comment ça s'appelle, le Minotaure. C'est entrer dans le labyrinthe, aller rencontrer le Minotaure et en ressortir vainqueur, en fait, hein. C'est vraiment rencontrer le Minotaure et l'intégrer en soi pour le transmuter, en fait, pour lui redonner figure humaine. Parce que c'est un petit peu la même histoire qu'avec cette Lilith, quelque part. Cette Lilith, on ne peut pas la regarder dans les yeux, parce que si on la regarde droit dans les yeux, ben, en fait, c'est comme si elle allait nous figer et nous décapiter sur place, hein. C'est tout le mythe de la Méduse, en fait, hein. Mais avec le Minotaure, c'est pareil. Il a un corps d'homme, mais une tête de taureau. Et donc, c'est un mythe qui est associé justement à l'énergie du taureau, à l'archétype du taureau, hein. Et on est bien dans ces énergies-là actuellement. Et en fait, c'est lui redonner une figure humaine, en fait. C'est comme pour Lilith, c'est lui redonner figure humaine. Et c'est parce qu'on humanise ces aspects-là de nous, bah, que finalement, ça va libérer, elles vont libérer toute leur puissance et toute leur divinité, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est la part de lumière qui va se révéler à travers cet affrontement de l'obscurité. Et ça me fait penser que j'avais lu aussi un texte, je ne sais plus de qui disait que c'était très proche de ce qu'on fait à la nature. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de chercher à maîtriser dans notre monde, on va dire, tel qu'il est aujourd'hui. On essaie de maîtriser la nature, en fait. Or, la nature est un élément sauvage. Dans la nature, je veux dire, si on laisse la nature telle qu'elle est, elle croît, il y a des cycles, et puis il y a destruction des choses avec des phénomènes plus ou moins violents dans la destruction. Et en fait, quand on cherche à maîtriser comme ça la nature, finalement, on la détruit, c'est-à-dire qu'elle n'arrive même plus à procréer, à créer, à croître comme elle le ferait naturellement. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, avec tous les phénomènes quand même de pollution, de crise écologique. Et donc cette auteure, je sais plus qui c'était, disait qu'en fait, il y a là où on cherche à maîtriser comme ça la nature, on cherche aussi à maîtriser la femme et le féminin, et que quand on fait ça, effectivement, on tue dans l'œuf toute création possible, en fait.
Et Bah je oui, trouvais que c'était incroyable, en fait, complètement. voilà, comme comparaison. En fait, on nie notre filiation cosmique. Et c'est vrai que la femme représente, incarne typiquement ça à travers ses cycles, hein. Voilà, ses menstruations qui la connectent pleinement au cycle de la vie, qui la connectent pleinement au cycle de la lune, la femme vraiment incarne cette pendule. Moi, je parle vraiment c'est une pendule cosmique, quoi, sur laquelle, autour de laquelle toute société vivante devrait s'articuler, en fait. Mais non, plutôt que de faire ça, on va avoir, enfin, les femmes, les premières même, hein, elles se battent pour être l'égale de l'homme. Et donc, du coup, elles vont vivre sous camisole chimique, hein, pour, à un moment donné, ne plus avoir de règles douloureuses, pour pouvoir aller travailler quand même, pour pouvoir aller travailler même si elles ont leurs enfants, pour aller travailler, enfin pour être l'égal de l'homme, et puis elles vont se battre aussi pour avoir les mêmes salaires. Et donc en fait, elles se déféminisent, elles se coupent de cette horloge cosmique, elles se coupent de leur nature sauvage, de leur puissance, ce qui fait toute leur puissance, et en fait, elles deviennent dévoratrices, parce que à leur insu, en faisant ça, eh bien, elles coupent leurs enfants de cette puissance cosmique aussi. C'est là. Il faut pas oublier que, comme tu le dis si bien, je veux dire, nous sommes des êtres qui vivons complètement en interaction avec la nature extérieure, que nous sommes composés à très fort pourcentage par des bactéries, et que lorsqu'on tue le vivant à l'extérieur, on le tue à l'intérieur, et c'est ce qui génère toutes ces maladies de civilisation, voilà, aujourd'hui, et que ça passe forcément par réhabiliter C'est euh, ça. le féminin. Mais tu vois, c'est c'est les femmes, les enfants et les personnes âgées, en fait, hein. C'est tout ce qui va demander du temps. Parce que là, aujourd'hui, Mm. maintenant, il faut aller vite. Il faut aller vite, Oui, très, très pareil. vite, très, très vite. Et donc, tout ce qui va aller de façon Mm. un peu trop lente, tu vois, les personnes âgées, quelque part, Mm. c'est pareil, elles sont indispensables à notre société. Elles aussi, ce sont des pendules qui viennent rythmer le temps, qui viennent nous dire, on va prendre le temps. Parce qu'en fait, tout va plus lentement chez elles. Elles se déplacent plus lentement. Enfin, voilà, elles ralentissent le temps. Et c'est aussi de la sagesse des personnes âgées. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées? Allez hop, dans les EHPAD. On les met en dehors de la société. Les femmes, si elles se confortent pas et elles ne sont pas l'égale de l'homme, en fait, hein, bah, c'est pareil, on les met à l'écart de la société. Regardons le sort que l'on réserve aux femmes, c'est-à-dire à la maternité. Maternité qui demande du temps, parce que les premières années, le temps de la grossesse, le temps des premières années de l'enfant, qui est tellement fondamental. Aujourd'hui, on vit tellement dans un stress extrême que les femmes mettent au monde des enfants qui sont malades, qui sont déjà en stress chronique, qui ont un microbiote complètement nasbrock. Et la maternité, justement, j'en parlais dans des vidéos que j'ai faites précédemment quand je suis allée en Côte d'Ivoire et que j'ai reconnecté avec cette énergie du féminin qui est tellement présente, qui est honorée, qui est glorifiée, où j'arrive là-bas, tout le monde m'appelle maman. Oh, Mm. alors que ici, oh ben, démerde-toi avec tes mômes, quoi. Il n'y a pas de solidarité ou des trucs. Enfin, bref, je pourrais en parler des heures, des heures et des heures et des heures, mais tu as tout à fait raison, effectivement. Puis je pense que c'est pas un auteur qui l'a dit. Je pense qu'il y a quelques Oui, centaines, voire des milliers de centaines de personnes bouquins, c'est sûr. qui le C'est ça. disent. Et tant mieux qu'il y en a encore plus d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui Oui, écrivent dans le oui. sujet, c'est très bien. Mais ouais, mais c'est ça. Mais après, prendre le temps, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, hein. Ça serait vraiment la clé majeure, je pense, aujourd'hui. Ça serait si on devait donner un seul conseil, c'est ralentissons. Ralentissons autant qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, mais ralentissons tous, quoi. Pour s'écouter, pour juste prendre le temps de respirer, en fait. Parce que je crois qu'on respire même plus, en fait. On a même plus le temps de juste faire cet inspire, cet expire et de s'écouter, juste écouter le vivant en nous. Donc, comme tu le disais, chaque chose est interconnectée. Ce qui est en moi est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Et dans cette interconnexion, interdépendance, comme disent les bouddhistes, euh, ben, il faut le temps, en fait, il faut le temps de respirer, de juste Exactement. Et c'est je prends vraiment à cette l'intérieur et énergie. je rejette. Ouais.
C'est vraiment cette Exact. énergie de la nouvelle lune, là, hein. C'est vraiment ça que ça vient dire, hein. Et quand il s'agit d'aller couper, ben, il s'agit d'aller couper, en fait, ces monstres qui nous disent va vite, va vite, va vite, va vite. C'est ça. Non, non, c'est Mm. vraiment prendre le temps de vivre, hein. Vraiment Mm. prendre le temps de vivre. Tout à fait. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Plein de choses. Alors c'est vrai que pour en venir un petit peu à ton parcours, bah, tu as plein d'outils finalement toi aujourd'hui, hein, pour amener les personnes que tu accompagnes, bah, à se reconnecter à cet espace sacré en soi, hein, à ce féminin sacré. Mais je dirais qu'on peut pas parler de féminin sacré sans parler de masculin sacré, hein, parce que mais dès lors qu'on intègre ce féminin, et donc toute la lenteur, toute la maturité qu'il caractérise, hein, c'est-à-dire cette matrice en fait originale, eh bien notre masculin est complètement transformé en fait, hein. Donc les deux vont toujours ensemble. Il n'y a pas de féminin sacré tout seul, ça n'existe Non. pas. Non, mais ça, c'est d'ailleurs un écueil. Il faut vraiment le dire. C'est important parce que, Ouais. franchement, il faut pas tomber dans cette guerre des clans, entre d'un côté les hommes et les femmes. Ça suffit, la guerre, en fait. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est déjà le cas depuis des milliards d'années. On nous fait croire qu'on est des êtres séparés, des êtres en guerre, des êtres duels. Il faut arrêter. On est des êtres unifiés à la base. On vient d'une source primordiale tous, de la même, peu importe comment on l'appelle et comment on la nomme et comment on y va. Ça, c'est les traditions qui le définissent, mais peu importe. Et clairement, oui, pour moi, le mot le plus beau, c'est l'union, quoi. L'union. On est en union. Et effectivement, c'est chercher cette union à travers soi. Alors, parfois, on a besoin de passer d'abord par le féminin pour aller chercher cette union avec le masculin. Parfois, on a besoin de passer par le masculin, hein, pour aller chercher cette union du féminin. Mais dans les deux cas, on doit s'unir. Voilà, on doit s'unir intérieurement et on doit s'unir avec les autres. Voilà, extérieurement aussi. On doit créer l'union. Bah, en Voilà. fait, ça se fait automatiquement dès lors que l'union est intérieure, l'union juste, hein, Exactement. harmonieuse, sereine, elle se fait naturellement avec l'extérieur. Et en fait, toute notre biologie, elle est conçue là-dessus. On a une biologie conçue pour le lien et dans notre système nerveux autonome, nous avons ces deux branches féminin-masculin, puisque nous avons le système sympathique qui va être notre Mars, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça régit l'action, et le parasympathique qui, elle, va plutôt nourrir la digestion, le repos, la régénération. Et en fait, on est dans une culture qui va solliciter beaucoup le sympathique et ignorer complètement le parasympathique, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les gens font de l'insomnie, ont des problèmes de digestion. Et quand je parle de digestion, c'est tout le système digestif des aliments qui est du coup perturbé quand le parasympathique n'est pas mobilisé, mais c'est aussi toute la digestion des émotions, c'est-à-dire que naturellement, nos émotions sont métabolisées, digérées, hein, par le biais de notre système nerveux autonome, si toutefois on nous laissait le temps. Sauf que on ne laisse pas le temps. Et là, je vais faire aussi une vidéo, mais sur mon autre chaîne, Vivre en amour avec la vie, sur justement ce processus de métabolisation bah, qui appartient au féminin, en fait. Voilà. Mmh. Et comme tu le disais, ben, j'utilise pas mal d'outils et dans mon cabinet, donc quand je fais l'accompagnement thérapeutique avec l'hypnose, les états de transe, les états modifiés, on prend en premier lieu le temps parce que l'hypnose, c'est un processus lent. Pour rentrer dans un état modifié, on peut y rentrer très rapidement, mais on prend le temps du rythme de l'état modifié, de l'état alpha, qui est lent, quoi, qui est calme, où on va retrouver cette relaxation intérieure profonde, en fait, qui nous ramène à l'intérieur de soi et où on va redonner, comme tu disais, du sens sur des émotions qui n'ont pas été digérées, comme tu le dis. C'est vraiment ça, ce que je travaille le plus en cabinet finalement, c'est vraiment mettre du sens sur mon histoire, aller chercher les informations nécessaires pour digérer les événements. Et on s'aperçoit, c'est ce que je m'aperçois là, depuis 4-5 ans que je suis en cabinet, où je travaille pas mal avec des médecins en plus, généralistes, que chaque mot en fait, chaque symptôme, finalement on peut le travailler à travers ça, à travers comment j'ai pas digéré tel événement qui va ressurgir corporellement et comment je vais accompagner ma guérison évidemment par des techniques allopathiques quand c'est nécessaire évidemment, hein, c'est pour ça que je travaille avec des médecins généralistes, hein, Ouais. mais aussi à travers cette quête symbolique intérieure et aussi de reprendre le temps d'aller m'écouter. Que veut dire mon corps à travers ça en fait? Quel événement je n'ai pas su encore complètement éliminer, digérer, comprendre, etc. Et ça, je travaille beaucoup.
Ouais, parce que c'est important ce que tu dis, hein. Moi, je dis même, c'est pas tant le corps qui parle, c'est la vie qui exprime un Ouais, message. C'est la vie. Comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une énergie qui n'est pas métabolisée, elle va nous morceler à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va nous couper, nous diviser, nous cliver. Hein. Un traumatisme, c'est ça. C'est en fait c'est un nœud émotionnel qui n'a pas été donc du coup digéré, métabolisé jusqu'au bout et qui va se cristalliser à un endroit et qui va générer des énergies qui peuvent se transformer à un moment donné en maladie en fait. Hein. Et donc pour libérer un trauma, bah, c'est comme pour la méduse, hein, il faut jamais l'aborder de face, oui, mais c'est peu dur. parce que sinon on le renforce. C'est pour ça que Solide. Ça se transforme en statue de pierre. non, mais il y a vraiment une façon d'aborder le trauma. Hein. Je veux dire, il y a encore trop de thérapeutes qui abordent les traumas de face et qui, ce faisant, en fait, renforcent le trauma. Non, il faut y aller pas de façon martienne, mais de façon très vénusienne, hein, c'est-à-dire savoir manipuler avec soin, hein, voilà, pour aller le prendre là, un petit peu sur le côté, comme ça, et en fait, dénouer les énergies, redonner de la fluidité et permettre du coup à l'énergie bloquée de se débloquer. Mais ça peut se faire que dans le temps, pareil. C'est-à-dire que on ne libère pas un trauma comme ça, schlac. Soit c'est la vie qui va le faire d'elle-même sur plusieurs années, voilà, et ça va se libérer un jour, et ça peut même se libérer avec je disais ça dans une émission sur mon autre chaîne voilà, que j'ai fait avec Fabien Mann, c'est-à-dire que ça peut s'accompagner de rituels de guérison à travers une maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui se dénoue, pouf, et on va faire une maladie, mais qui est plus un rituel de guérison que quelque chose de négatif. Pourquoi la maladie serait quelque chose de négatif, hein? C'est parfois ce qui vient nous dire, bah, tiens, là, il y a quelque chose qui se libère, paf! Et ça va passer par ces rituels-là. Et donc, en fait, un trauma, ça peut pas, parce que, je veux dire, si ça a généré un trauma, c'est qu'il y a des choses qui étaient pas métabolisables. Donc, si, on peut pas le libérer comme ça d'un seul coup, sinon on explose. On explose. Voilà. Exactement. Forcément, Exactement. la libération des traumas, la libération des nœuds émotionnels, enfin, tout ce qui est de l'ordre des émotions, ça demande du temps, de la douceur, de la patience, du coucounage, de l'enveloppe. Enfin, voilà. Ça me fait penser, quand tu me dis explose, ça me fait penser à ce conte zen, je crois que c'est un Kwan, qui disait, c'est je crois que c'est une grenouille qui est enfermée, qui n'a toujours vécu que au fond d'un puits. Et donc, elle connaît que le fond de son puits, en fait. Et donc, cette grenouille, elle croit que ça, c'est le monde, c'est l'univers, quoi. Et en fait, un jour, une autre grenouille arrive en haut du puits, en fait, et la regarde et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en bas, toi? Mais viens, monte! Et donc, l'autre, elle lui dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh ben, tu sais, il y a une grande étendue. Alors, c'est à côté d'une grande rivière ou d'un grand étang, hein, je sais plus. Donc, notre grenouille, elle vient d'un grand étang immense. Et donc, elle lui dit, bah, il y a une étendue d'eau, c'est incroyable, c'est bleu, c'est magnifique, il y a des nénuphars partout, on est nombreux, tout ça. Alors, la petite grenouille qui est dans le puits, elle dit, ah bon? Mais non, mais moi, j'ai une très belle étendue d'eau, regarde si c'est beau. Et alors, il y a juste le fond du puits un peu rassis avec de l'eau un peu croupie, quoi. Et donc, là, elle dit, mais si, mais viens, viens, viens. Alors, du coup, bah, la grenouille, elle saute, elle saute, elle saute, et dit, bah, moi aussi, je veux voir cette eau merveilleuse. Et en fait, au moment où elle sort du puits, elle arrive, elle voit l'étang incroyable à perte de vue, et en fait, elle explose. Et donc, il me semble que dans les contes zen, ça signifie que quand tu n'es pas vraiment préparé à sortir du tréfonds de tes croyances ou de tes concepts, ou peut-être même de ton trauma, hein, parce qu'on est dedans hein, quand même, on vit avec, hein, dans ce que ça a créé autour de nous comme barrière protectrice, parce que le trauma, il faut comprendre que c'est aussi une barrière psychique protectrice, ça protège la psyché. Pour protéger, tout à Donc, fait. et du coup, quand on n'est pas prêt, et donc c'est une allégorie aussi de l'éveil, hein, quand on n'est pas prêt à s'éveiller, en fait, et ben, si on le fait d'un coup, on peut exploser. On peut, Alors, on peut mourir, quoi. On peut tout à devenir fait. fou. Voilà. C'est pour Donc, ça. effectivement, prendre le temps de bien être prêt à ces Voilà. révélations et à cette confrontation. D'ailleurs, nombreux sont ces personnes qui témoignent de processus d'éveil d'un seul coup. Hein. C'est des montées d'énergie Oui, comme ça voilà. où on voit le voile qui. On peut, soit on devient cinglé à vie irrécupérable, soit on peut mourir foudroyé parce que la vérité, elle est tellement C'est vrai. Ouais.
puissant, tellement inimaginable, tellement, enfin voilà, en fait, et c'est pour ça que la vie, elle a besoin de temps, en fait, pour nous permettre d'éclore à nous-mêmes. Moi, j'ai dit, tu sais, quand on entend, oui, deviens auteur de ta vie, crée ta vie, enfin, je veux dire, là, on est dans des inversions complètes, parce qu'en fait, c'est la vie qui nous crée, c'est la vie qui nous enfante, hein, et à son rythme. Hein, devenir pleinement vivant, vibrant et en pleine expansion, devenir qui nous sommes, véritablement, ça prend du temps et parfois ça prend toute une vie. Euh, Ouais, et que faire de l'acharnement thérapeutique à vouloir se purifier, se nettoyer à tout prix, à tout prix, à tout prix, ça ne fait que renforcer les ouais. résistances, les traumas. Voilà, parce Les qu'en fait, névroses. naturellement, Moi, je la dirais vie, la névrose. La névrose. Ça renforce la névrose et j'ai vu beaucoup ça dans les la névrose ou communautés. la psychose, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt Ou dans la des... psychose aussi, hein, effectivement. Oui, Mais c'est on vrai est dans une que société de psychose, ouais. Et puis il c'est n'y a très plus de limite. Hein. culpabilisant les discours, tu dois faire ceci. Ben, moi je trouve que des fois dans le développement personnel, sans vouloir trop critiquer les collègues et amis, Nous sommes dans ouais, Critica on était Critique. critiqués, on était critiqués. Alors on y va. Ouais, Non, ouais. je trouve ça très très culpabilisant le discours. Prends ta vie en main, mais vas-y, mais toi, il faut que tu arrives. Tu sais tous ces trucs de développement personnel très, mais c'est très dur en fait, c'est très violent hein, parce que ben, clairement on est tous avec nos propres histoires et on n'y arrive pas. Enfin, c'est normal de pas y arriver parce que c'est pas nous qui faisons quelque chose et tu l'as très bien dit. Enfin, pour moi c'est très clair, c'est pas nous qui faisons quelque chose. C'est la vie en nous qui fait quelque chose et nous, on ne fait que suivre un mouvement, en fait. On accompagne On tranquillement accompagne, les choses. on accompagne. Voilà. Et du coup, Voilà. ben non, On fait on le peut rien mouvement. faire. Et plus on le Ouais. fait, plus on se coule, en fait. Plus on coule. C'est un peu comme quand tu te noies, tu sais, et que tu fais plein de mouvements. Ben, tu coules encore plus vite que si finalement tu fais la planche et t'attends, quoi, tu vois. C'est un peu Ouais, cette idée, ouais, quoi. ouais, 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 mais ça, c'est hyper important. Il y a vraiment tout un mouvement de Oui. Ouais. développement personnel ou de spiritualité New Age, là, en fait, qui en fait, nous enferme, ne nous aide pas du tout à nous éveiller. Enfin, comment dire, moi, j'ai pataugé là-dedans pendant quelques années avant de m'apercevoir que c'était de la connerie, que tout ça, ça m'éloignait de moi-même, en fait. Hein. Et, euh, et oui, mais je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat et oser critiquer ça, parce que à un moment donné, c'est stop, merde, écoutez, apprenez à vous écouter. Hein, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, à aller écouter l'intérieur. D'ailleurs, comment dire, en même temps de cette nouvelle lune là, nous avons, c'est pas Punarva, voilà, Mrigashira, voilà, qui est Hum. donc Intelligent. on est dans les premiers degrés du Gémeaux et c'est une énergie d'inspiration. Aller Hum. écouter l'intérieur, la sensibilité, le connecter vraiment, voilà, et on voit L'antenne. la- Gashira, la- elle reçoit la connaissance par les antennes, par les cerfs, pas par les cerfs, par les, oui, je sais plus le oui, mot, oui, ben, c'est pour ça par que les l'animal, cornes des cerfs, ouais, de oui, la biche. parce que l'animal totem, là, c'est le cerf, en fait. Hein, et donc, il peut y avoir, effectivement, les gens qui ont des planètes à cet endroit-là peuvent naturellement avoir cette capacité à communiquer avec les animaux, avoir une attirance spécifique avec les biches, les cerfs, et des trucs comme ça. Mais il y a vraiment cette... ouais, et Vénus, elle est en Mrigashira, Vénus, maître du taureau, maître du taureau, quoi, premier degré du taureau, voilà, on a quand même cette Vénus-là, dans toute cette sensibilité, être à Ça, l'écoute. très sensible, comme la biche, hein, très sensible. D'ailleurs, la biche, c'est l'animal chez les bouddhistes tibétains, c'est représentatif de la sagesse. Sur les temples, il y a toujours deux biches, une d'un côté, une de l'autre, et qui tiennent la roue des enseignements, la roue du dharma. Donc, c'est très connecté à la sagesse qui provient de la connaissance un peu intuitive, la sagesse intégrée. Il y a la biche. Et c'est très sensible. C'est un animal qui est très peureux, la biche. Au moindre bruit, fuit, elle s'en va en courant. Et c'est vraiment cette idée-là de la sensibilité la plus directe, en fait. Voilà. Mm. Et c'est ça qu'il s'agit de retrouver. C'est vraiment ça qu'il s'agit de retrouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre parce que finalement, moi je m'aperçois comment mon éducation, elle m'a complètement coupé de ma sensibilité. Moi quand j'étais petite, on m'appelait Marie qui rit, Marie qui pleure. Bon, ça a été bien cassé, ça, hein, c'était sois forte, hein, et surtout tais-toi et soumets-toi. Voilà. Donc à 20 ans, je suis arrivée à l'âge adulte, bah, j'étais un vrai Scotch Brit avec une armure pas possible, interdit d'entrée, tu vois, j'étais inaccessible.
blindée. Et en fait, ben, pendant 40 ans, je n'ai eu de cesse que d'enlever mes armures pour retrouver cette sensibilité. Et aujourd'hui, tout le monde me le reproche. Mais tu pleures pour un oui ou pour un non, on peut rien dire. Bah oui, parce que je suis sensible. Et en fait, c'est pas pathologique, c'est la nature de l'être. Notre nature sauvage est sensible. Notre être est sensible. Il a cette sensibilité qui fait qu'à un moment donné, au moindre danger, il sait. Oui. Notre système nerveux autonome, il a tellement été cassé que, en fait, il est complètement dérégulé et on va rester la main sur le poil dans des situations où, en fait, il faudra enlever la main sans demander la permission à personne. Je dis, ah ben non, j'attends que le poil me donne la permission pour enlever ma main. Tu comprends, quand même, voilà, un minimum, il faut que j'ai un minimum de reconnaissance, il faut que je sois aimable avec l'autre. Ben non, à un moment donné. Il faut prendre juste la poutre d'escampette et se barrer, quoi. Et en fait, se reconnecter à l'être, c'est vraiment ça, c'est retrouver cette sensibilité, c'est retrouver cet instinct, cette intuition, en fait, et puis l'écouter hein, en disant, on ne cherche pas à comprendre, parce qu'avec le système nerveux, on a l'info avant même que l'intellect il ait repéré quoi que ce soit. Hein. Et donc, à un moment donné, c'est ça, moi, je dis, c'est se reconnecter avec notre nature sauvage. Mm. Ouais, Ce qu'on appelle le monstre en soi, hein, la nature sauvage, ah bah oui, c'est aussi le tigre qui va nous dévorer tout cru, mais c'est aussi la biche. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, voilà. Ah, tout à fait. Ouais, ouais. Ok, bon bah écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Alexandra, c'était voilà très vivant, très intéressant, très passionnant tout ce qu'on a dit. Oui, ben merci à toi. C'était Voilà, super. juste dans le descriptif, on va mettre le lien pour te procurer ton jeu, parce que je crois que tu passes par un lien un peu particulier. Mais c'était une façon, voilà, pour alléger les frais de port. On vous laissera découvrir le lien que Alexandra vous propose pour vous procurer ce jeu que je trouve vraiment, voilà, très beau, très inspirant. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Et puis, merci pour ce temps passé à discuter avec toi. C'était très intéressant, comme toujours. Écoute, ben, j'espère qu'on pourra remettre ça peut-être ou se voir dans d'autres Avec, circonstances. voilà, avec plaisir de te retrouver sur cette chaîne ou sur l'autre. Ou ailleurs, peu importe. Ok. Merci Alexandra, à très bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. De toute façon, là, il y a dans les tuyaux la vidéo Nouvelle Lune. Au revoir. Au revoir.